Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff reçoit Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, un think tank souverainiste, directeur de la revue Perspective Libre, mais parce qu'il vient pour un livre, le livre de Yoram Hazony, Les vertus du nationalisme, paru en octobre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, très intéressant ce livre. Effectivement, moi je l'avais lu en anglais il y a 2 ans. Et effectivement, dans la collection de Pierre-Yves Rougeron, l'éditeur Jean-Cyril Godefroy publie ce livre de Yoram Hazony, un pamphlétaire, un essayiste israélien, et qui est président de l'Institut Herzl à Jérusalem. Et il parle de vertu du nationalisme. C'est incroyable, hein. Vous dites, mais quand même, ça y est, nous avons basculé à l'extrême droite, nous sommes dans la réduction ad Hitlerum, pas possible, on va pas parler du nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, comme disait le président Mitterrand, le bien-aimé. Bon, non, je vous assure, je rigole pas, c'est sérieux, tout est sérieux. Non, mais le nationalisme, ça vaut le coup qu'on en parle autrement, justement. Il y a des choses à dire, et alors ça suffit, vous le savez, dans cette émission et à Sud Radio, on n'aime pas les binaires, on n'aime pas le manichéisme, on n'aime pas le comme ça, le sentiment t'es avec moi ou t'es contre moi, et cette espèce de morale des veaux à front bas. Non, les vertus du nationalisme, c'est un livre passionnant que je vous conseille vraiment de lire, auditeurs de Sud Radio, si vous vous intéressez à ce que ça veut dire justement l'identité, le souverainisme, etc. Oui, tous mots qui ont été tournés évidemment par la doxa en termes terrifiants et affreux, c'est beaucoup plus compliqué que ça, heureusement, et on en parle avec Pierre-Yves Rougeron. Alors, Pierre-Yves Rougeron, le livre de Yoram Hazony, si vous aviez à le déterminer quand il dit les vertus du nationalisme, que veut-il dire par là? Que le nationalisme est une sorte de véritable programme politique, c'est-à-dire qu'il la liberté nationale aide à la fois à penser un monde pacifié et à penser, disons, des hommes aptes à vivre en société et à avoir de grands projets collectifs. Il retourne à aux définitions premières du 18e, du 19e siècle du nationalisme. Il en poursuit les courbes, très loin des débats du 20e dont il s'explique, qu'il juge avoir été manipulé, mal compris, tiré par les cheveux. Justement, Pierre-Yves Rougeron, je me fais l'avocat des adversaires. Oui, ben on dit le nationalisme, c'est en vouloir aux autres ceux qui ne sont pas de la même nation que vous. C'est pas ça du tout, d'après Hazony. Non, c'est pas ça du tout. Pour preuve, je vais vous donner un exemple. Tout le monde trouve extraordinaire la date de 1848, le printemps des peuples. Bon, ça c'était du nationalisme, ça. De l'autre côté, parce qu'il y a une autre vision du monde, qui est ce Hazony explique et détaille les deux, qui est la vision impériale du monde, c'est-à-dire non, les nations et l'autonomie des peuples, la liberté nationale est cause de conflits, de rapports de force. Nous vous proposons un autre programme qui est l'aplanissement sous l'autorité impériale. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de liberté non plus. Chacun son prix. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs décennies de guerres impériales au nom de nouvel ordre mondial, ordre international libéral, tous ces noms que Yoram Hazony a raison de rattacher à l'ancienne figure d'empire. Eh bien, nous pouvons évaluer les deux systèmes, lequel des deux a réellement fait des crimes, lequel des deux a tué des gens, et lequel des deux, aujourd'hui, laisse des parts entières du monde désœuvrées. Je pense qu'on vient de fêter, je crois, l'anniversaire, le triste anniversaire de l'intervention impériale et humanitaire en Libye. Par exemple, eh bien, bel exemple d'une guerre impériale qui devait faire rentrer un État voyou, puisque face à l'Empire, il n'y a que des voyous, dans le rang. Et donc, par exemple, on peut dire que pour vous, que ce soit l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini, la Russie de Staline et autres, enfin, et de ses successeurs, c'est dans une perspective impériale, c'est ça. Il y avait un modèle, puis je ne parlais pas de Mao, je ne parlais pas même d'une certaine Amérique à des moments, c'est un modèle impérial qu'il importe justement, qu'il importe d'imprimer, ou d'opprimer, j'allais dire, en tout cas, d'obliger les peuples à suivre, qu'ils le veuillent ou pas. Pour la plupart des exemples, il y en a qui sont des idéocraties, disons, c'est-à-dire des États qui vivent sous l'idée, typique le maoïsme, mais, par exemple, c'est très visible dans l'hitlérisme, c'est
une manifestation du pangermanisme et de l'impérialisme allemand. Et d'ailleurs, l'ordre des États-nations est haï des doctrinaires nazis. Azoni fait un point complet sur toutes les publications qui ont eu lieu dans le monde anglo-saxon. Manque de peau, c'est que les publications ne sont pas parvenues jusqu'à nous, jusqu'à cet ouvrage-là. Et ça interroge quand même. Oui, c'est vrai. Et on se demande effectivement pourquoi ce concept de la nation n'a pas été effectivement plus, en tout cas, étayé, mais il l'est avec ce livre de Yoram Azoni. Je voudrais vous demander, Pierre-Yves Rougeron, quelle différence entre un nationalisme et souverainisme? Alors, s'il y en a. Le souverainiste est généralement nationaliste parce comme il veut la liberté nationale pour lui, il la reconnaît chez les autres. Donc il a cette vision nationaliste qui est la frontière est sacrée, on n'a pas à entrer chez les gens de force pour les normer à l'idéal qu'on se fait, des droits de l'homme, etc. On trouve toujours une bonne excuse pour entrer chez autrui. Et souvent, la plupart du temps, les souverainistes ont cet angle de vue nationaliste. Les deux termes sont largement équivalents. Ensuite, le nationalisme tel que le voit Yoram Azoni est surtout une manière de voir la vie internationale, alors que le souverainiste aujourd'hui, on se définit par ce qui nous manque, généralement voudrait déjà avoir la liberté nationale quand même un peu pour lui, parce que généralement il appartient à un pays auquel on l'a pris, la France par exemple. Oui, mais alors, allons. Quand vous dites oui, on ne s'occupe pas des autres, mais vous savez très très bien que il est heureux que entre 40 et 44, mais on pourrait donner des tas d'exemples. Il y a des pays où le fameux droit d'ingérence, mais au-delà de ceux qui l'ont créé et autres, il n'est quand même pas mauvais de temps en temps d'intervenir quand il s'agit vraiment d'une dictature extrêmement sanglante et oppressante. Et si on peut faire pression sur ces pays, et je ne parle même pas par morale, mais par nécessité et même par intérêt. Et une dictature, alors est-ce qu'un nationaliste conséquent ou souverainiste conséquent doit fermer les yeux quand pas loin de chez lui, c'est la tragédie ou les massacres ou la suppression totale des libertés? Alors, il y a deux cas de figure. Le cas de figure 40-44, c'est très simple. Hitler avait déclaré la guerre à quasiment l'ensemble de l'Occident. L'ensemble de l'Occident lui a répondu, plus la Russie soviétique. Donc, là, pour le coup, disons que c'était d'un côté gentleman agreement, tu nous attaques, on répond, quoi. Exact. Ensuite, sur le droit d'ingérence, il y a des tas de modalités diplomatiques, les bons offices, la protection humanitaire, qui sont tout à fait louables et tout à fait pensables. Ce que Azoni souligne, et je pense qu'il a raison, c'est de faire le bilan de cette théorie américaine que d'ailleurs il dénonce sous le terme d'impérialisme, qui est la théorie dite du state building, du nation building, c'est-à-dire qu'on écrase l'ordre despotique qu'on est venu détruire, qui est typique l'Irak de Saddam Hussein, et qu'on n'arrive pas à gérer l'ensuite, qu'on fait une anarchie bien pire que le despote précédent, qui d'ailleurs le fait regretter à terme. Si on demande aux Libyens ou aux Irakiens aujourd'hui, on aurait des réponses qui nous surprendraient. Et là, pour le coup, c'est cette tempérance nationale, c'est-à-dire de bien penser que nous sommes dans des aires culturelles, civilisationnelles différentes de la nôtre, qu'il faut agir avec précaution et prudence, et ne pas croire qu'on va recréer en claquant des doigts et de manière artificielle un ordre qui ressemble au nôtre, qui n'est pas ce que les populations ont dans la tête. Et à chaque fois qu'on l'a fait, on a empiré le mal. Et en réalité, c'est un appel un peu à la sagesse. Alors, en plus, Azoni utilise ces deux casquettes, qui est à la fois de philosophe et de théologien. Il est théologien, oui, c'est vrai. Tout à fait. L'histoire des religions. Et il se repose beaucoup sur la Bible, sur la Bible et sur la loi mosaïque, entre autres. Et il appelle à une certaine sagesse de ce point de vue-là, vu les expériences catastrophiques de ces 40 dernières années. D'accord. Et lui, et c'est vrai qu'il fait beaucoup référence à la Bible, il fait référence à... Et est-ce qu'il considère, pour prendre l'exemple, son pays Israël, comme un exemple de nationalisme bien compris? Tout à fait. C'est ça, oui, d'accord. Tout à fait. Il reconnaît, bien évidemment, les difficultés de cohabitation avec d'autres pays de la zone, mais il pense, et d'ailleurs, d'un certain côté, les options diplomatiques sur la table lui donnent raison, car que demandent la plupart, et à raison, la plupart des chancelleries occidentales?
elle demande une liberté nationale palestinienne, par exemple. Bien sûr. Donc, on n'en sortira pas. C'est la liberté nationale ou rien. Donc, ou l'état d'anarchie actuel du Moyen-Orient. C'est ça. Oui, arriver à 2 États, effectivement, c'est d'ailleurs, ça me paraît, enfin, moi, personnellement, mais je suis pas le seul, une des solutions les plus raisonnables. Tout à fait. Et on espère tous que ça arrivera à cela. Pour rester sur le nationalisme alors aujourd'hui on parle beaucoup, mais de génération identitaire, mais au-delà du groupe, au-delà de ça, la notion d'identité, comment on la relie ou comment Azoni la relie, son identité, avec la notion de nation? Est-ce que ça lui paraît lié, indissociablement lié, ou c'est tout à fait autre chose? Pour lui, c'est extrêmement lié, vu que pour lui, le nationalisme est issu d'un grand processus d'identification fait à partir de la notion de loyauté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de nous un peuple? C'est une loyauté qui est allée des clans, enfin des familles aux clans, des clans aux familles élargies, etc., jusqu'à la nation. La nation étant si vous voulez, la grande invention de la modernité, c'est-à-dire l'espace politique qui a associé la puissance et la liberté. Au-dessus, on n'y est jamais arrivé. Soit on a fait des exemples impuissants, mais le plus souvent, on a fait des exemples qui ont nié la liberté, le plus souvent. Vous pensez à l'Europe comme exemple impuissant? Ah oui, et je ne suis pas le seul. Yoram Azoni également, parce que il est catastrophé comme beaucoup d'intellectuels. Alors, il est israélien, mais quand on le lit, il est... faut pas oublier qu'il a un esprit qui est très marqué par la pensée européenne, très marqué également par le pragmatisme anglo-saxon, anglais et américain, et il est catastrophé de ce qu'il voit, comme une bonne partie des penseurs aux 4 coins du monde sont catastrophés. Moi, j'essaye d'en faire traduire, ça fait partie de mes activités militantes. Aux 4 coins du monde, des gens sont catastrophés de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire de faire passer, d'essayer de créer un nouvel espace que Shmuel Trigano appelait le postmodernisme, c'est-à-dire un monde d'après le monde, d'après les hommes, d'après les femmes, d'après les nations, d'après tout, qui terrorise par ses effets, même pas par sa réalité, par ses effets concrets, la totalité des grands États. Vous voulez dire, oui, effectivement, de passer d'un gouvernement d'humains, quel qu'il soit, à un gouvernement de tableau Excel, pour caricaturer, mais enfin à peine. Hein. Et effectivement, il en parle d'ailleurs dans son livre, et effectivement, c'est tout le problème. On va continuer à en parler, Pierre-Yves Rougeron, avec vous, de ce livre, encore une fois, très intéressant, qui pose beaucoup de problèmes, et on va un peu creuser sur cette question de nation. Et oui, on va continuer à en parler. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Vous pouvez poser directement vos questions à Pierre-Yves Rougeron, qui, je le rappelle, est président du Cercle Aristote, directeur de la revue Perspective Libre. Et il coédite ce livre de Yoram Azoni, Les Vertus du Nationalisme. Alors, je ne sais pas où on peut le trouver, peut-être sur Internet, partout. Partout, même dans les librairies. Oui, n'hésitez pas à demander à votre libraire du coin, il en a besoin en ce moment. Eh bien, vous le ferez. C'est vrai. Vous le ferez, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et justement, que disent les Français aux Français? Dans quelle langue leur parlent-ils au moment où l'écriture inclusive et autres magnifiques vices de forme égratignent un peu partout le territoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait, en fait, Pierre-Yves Rougeron, et je veux dire, vous êtes ici, vous-même, vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous avez publié donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy ce livre remarquable de Yoram Azoni. Au fond, qu'est-ce qui fait nation? Qu'est-ce qui fait nation? Parce qu'on n'a pas parlé. C'est la langue, c'est la culture, c'est le passé, c'est quoi? Est-ce qu'il faut être né dans le territoire pour être national vraiment ou pas, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cimente? On a l'habitude d'opposer assez sottement, mais c'était les habitudes de l'université, deux visions de la nation, donc une vision avec des éléments objectifs, la langue, la culture, la religion, et la définition de Renan, le plébiscite de tous les jours, la volonté de vivre ensemble. En réalité, il n'y a rien là-dedans qui s'exclut. La langue que nous utilisons,
les représentations collectives qui sont les nôtres, le monde intérieur qui est celui de chaque Français, est issu de quoi? Est issu d'une somme de combats partagés, de combats contre l'extérieur, mais également de combats sociaux, de conquêtes de conquêtes faites en même temps, de conquêtes sociales, de conquêtes identitaires, de gens que nous avons pleurés en même temps, de gens que nous avons célébrés en même temps, et tous ces éléments se rejoignent dans le fait de vouloir persévérer en soi, ce qui ne veut pas dire être contre qui que ce soit, sauf si l'autre entend vous empêcher d'être vous-même. Mais là, vous êtes en position de défense. On va pas en vouloir. Enfin, c'est une habitude qu'on a maintenant de criminaliser les victimes, mais quand même pas à ce point-là. Or, aujourd'hui, ce qui est disons la pointe de la liberté nationale en France, c'est juste de dire la France, ça existe, c'est un passé, et contrairement à ce que disait François Mitterrand, c'est aussi un avenir, vu qu'il disait que l'avenir est l'Europe. L'avenir, c'est l'Europe. Et de penser la nation dans le monde d'aujourd'hui, ce qui au passage n'est pas nous mettre en réserve du monde, mais rejoindre le monde. Parce que des États qui se nient eux-mêmes, je veux dire, il y en a une trentaine, ils sont tous au même endroit, en Europe occidentale, et autour, vous avez 150 à 160 États qui vivent très bien, qui se vivent très bien, et qui font le monde, et particulièrement le monde de demain. À un moment, il faudra peut-être qu'on raccroche les wagons. Et alors justement, raccrocher les wagons, c'est assez frappant de voir, pour parler que de la France, c'est qu'un certain nombre de gens, il n'y a pas que bien sûr, mais je suis assez frappé de voir que défendent mordicus la France. Alors on les classe tous évidemment dans le même sac, ou on les met dans le même sac, mais enfin, que ce soit des gens venus d'Égypte ou d'Algérie ou d'autres, et d'ailleurs pas seulement de religions différentes, et se font vraiment les défenseurs et les vive la France, et on les entend encore plus que les autres. Comment vous expliquez cela, Pierre-Yves Rougeron ? Pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont pas eu les cours intensifs de masochisme national qu'on a développés depuis les années 70, minimum. C'est-à-dire, vos ancêtres sont des salauds, point, bon. Petite morale impliquée à chaque petit Français, ce qui d'ailleurs frappe, étonne, déçoit et parfois écœure énormément d'étrangers. Parce que quand vous arrivez dans un pays étranger, moi je le fais à intervalles réguliers, que vous dites du mal du pays d'où vous venez, ça équivaut à insulter sa mère devant un tiers. Et c'est vu comme un manque d'éducation. Or, nous avons généralisé ça, et des gens qui ont eu cette chance de vivre dans des pays normaux avec des processus d'identification normaux, se disent... La France, c'est grand, c'est beau, c'est généreux, la France d'un certain côté. Et surtout, pourquoi ils crachent dessus sur leur propre pays? Voilà pourquoi ils crachent sur leur propre pays, ce qui, là, encore une fois, dans 90% des pays au monde, est vu comme un acte grave. Et nous, ça apparaît comme un acte naturel. En tout cas, surprenant. Quoi. Voilà. Mais alors justement, vous répondez à cela très bien, et c'est vrai que je peux donner un exemple qui m'avait frappé, c'est cet amour de la langue française dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, par exemple. Savez-vous, je dis ça aussi pour les auditeurs, que pendant 10 ans, l'hebdomadaire L'Express et l'hebdomadaire Le Point étaient corrigés en français, c'est-à-dire réécrivait en français un juif égyptien et un copte égyptien. Et parce qu'ils avaient un tel amour et une telle connaissance et une telle compétence de langue française que on les avait choisis, pas parce qu'ils étaient égyptiens ou autres, mais parce qu'ils connaissaient le français sur le bout des doigts. Et quel hommage pour la culture et la langue française, quoi. Mais c'est exactement le même cas chez beaucoup d'intellectuels francophones. On ne parle jamais de la grande francophonie, mais la plus grande ville francophone au monde, c'est Kinshasa, qui commence à trouver que la détestation que la France a d'elle-même et ce qui rejaillit sur le manque de vitalité dans la défense de la francophonie est en train de nuire à leurs intérêts. Et à l'OIF, ils se font de plus en plus entendre en disant à un moment, va falloir quand même être un tout petit peu plus vigoureux dans la défense de soi-même, sinon on va devoir le faire nous-mêmes. Ce qui est étonnant, c'est que la francophonie est tellement négligée, il faut le dire en France. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il y aura 700 millions de francophones à la fin du siècle prochain, donc c'est l'une des grandes langues de l'avenir. Et ça, c'est un état de fait. Bon,
Après, la France peut se mettre en réserve du monde en espérant que l'Europe renaisse. Je pense que ça apparaît quand même, être dévot d'une religion, pourquoi pas, mais être dévot d'une religion mourante, c'est bien triste. Alors vous dites effectivement, en prenant, on va pas faire la césure France d'avant la République, France de maintenant avec la République, mais en fait, c'est ce que disait quelqu'un, je ne sais plus, c'était Braudel qui disait, c'est à la fois le sacre de Clovis et le mur des fédérés. Non, c'est Marc Bloch, c'est ça. Le sacre de Clovis et le mur des fédérés. En fait, voilà, c'est deux pôles effectivement, et puis on prend les autres, on prend la commune et on prend le sacre. Mais justement, de ce point de vue-là, pour vous, quel est le rôle, enfin, et je ne sais pas si Azzoni en parle, pour revenir à Yoram Azzoni, le rôle de l'éducation là-dedans, le fait que pour que ce nationalisme au bon sens du terme, et on est tous d'accord, pour que ce souverainisme au bon sens du terme retrouve sa place, qui effectivement est très combattue en ce moment, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Le plus urgent, c'est de terminer ce masochisme national. Pour ça, premièrement, il y a des mesures médiatique d'abord, parce que en réalité, la haine de la France, les gens ne l'ont pas en eux-mêmes. C'est un discours de fond, c'est une sorte de musique d'ascenseur qui est partout et qui doit être neutralisée, parce que c'est devenu un phénomène de psychologie et collectif destructeur, de pousser quasiment les gens à une sorte de dépression nationale en permanence. Point 1. Point 2, de revenir à un sens de l'éducation là encore normal, c'est-à-dire d'avoir une préférence pour ce qui est soi, ce qui est la seule condition d'avoir une curiosité pour ce qui est l'autre. Parce que sinon, on vous dit, l'idéal c'est d'être rien, ce qui est l'occidental, l'ouest européen moyen, mais quand vous allez aller dans le monde, aucun peuple, en dehors les peuples ouest européens, ne veut être rien, et donc vous allez être le pire des intolérants. L'enseignement de l'histoire, tout à fait, la chronologie, etc. Et ce qui vous donnera surtout un accès à l'autre. Parce que là, vous êtes dans un d'ailleurs, les positions de l'Union européenne, entre autres, le trahissent. On est dans une sorte de hauteur morale, c'est-à-dire nous sommes fiers d'être rien, et nous vous forcerons à l'être, mis à part que dans les pays de l'avenir, ils ont les moyens de nous résister, et ils n'entendent pas être rien, eux. C'est clair. On voit ce qui se passe en Afrique. Ne parlons pas de la Chine, hein, voilà, qui développe un sentiment nationaliste qui est là. Tout à fait. L'Amérique aussi, la Russie aussi, etc. Enfin bon, ne parlons pas de la Pologne, de la Hongrie et autres. Donc effectivement, vous vous dites, retrouvons nous-mêmes pour trouver bien l'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que là, le rapport que nous avons à l'autre, vous l'avez très bien vu par exemple, dans le racisme anti-italien, quand la presse, quand l'Union européenne l'a voulu, vous avez eu les pires caricatures racistes contre l'Italie à la demande de l'Allemagne. Ça, c'est du racisme primaire. Vous parlez de quoi? Rappelez-vous, c'était à l'époque où Salvini était ministre de l'Intérieur. Vous vous rappelez, que n'a-t-on pas vu sur les Italiens? C'est quand même un de nos plus immédiats cousins. Est-ce qu'on se rend compte que l'espèce de droit de l'homisme étouffant fait que nous avons des représentations de tas de peuples et de pays qui sont des représentations marquées de racisme, de post-colonialisme et pardonnez-moi du terme, d'une certaine beaufrie, et cet impérialisme moral sirupeux, sucré, qui est typique de ce qu'on appelle la gauche woke, ou en tout cas de l'occidentalisme actuel. De plus en plus de pays commencent à le recracher, ne le supportent plus, et aujourd'hui ont les moyens matériels de s'y opposer. Donc si on veut une vie internationale pacifiée, il faut que chacun se recentre sur lui pour pouvoir avoir des terrains d'entente et de respect vis-à-vis des autres. L'un des plus grands penseurs français du XXe siècle a déjà pensé ça, c'était Claude Lévi-Strauss. Nous n'en avons pas tiré les leçons, il est peut-être grand temps de s'y mettre. C'est d'ailleurs lui qui disait cette chose absolument... Non, c'est pas lui, pardon. Je pensais que c'était Lévi-Strauss, c'est Léo Strauss qui a dit un jour, si toutes les cultures se valent, alors que le cannibalisme n'est qu'une question de goût. Et s'aimer soi pour aimer l'autre, c'est un petit peu la grande leçon à tirer. Mais on va continuer à en parler après 13h15 avec vous, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous pourrez poser directement vos questions à Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, et puis également réagir à la venue du professeur Toussaint qui parlait de cet éditorial dans le Lancet sur le conseil scientifique qui préconise de ne plus utiliser le confinement. Oui, vous avez bien entendu. Et puis sur ce Soudanais qui devait quitter le territoire national et qui ne l'a pas fait. À tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Marie, on vous écoute. Bien. Moi, j'aurais voulu que Pierre-Yves fasse le point, qui nous éclaire, qui nous explique et qui nous donne son sentiment sur les tentatives de bidouillage récentes du calendrier électoral, du mode électoral. Quand on voit ce que ça a donné aux États-Unis, je pense que le pire est à craindre. Et ça nous ramène, étonnamment, ça nous ramène par un biais à l'ouvrage de Yoram. Il y a une notion politique cardinale qui est couplée à une notion sociologique cardinale. Il y a la légitimité pour l'État, pour les gouvernants, et de l'autre côté, il y a l'honneur comme lien social. Nous sommes en train de perdre les deux. Nous ne sommes pas loin d'Orwell, la décence commune. Tout à fait. Mais or, aujourd'hui, l'un des moyens de garantir la légitimité, c'est que la parole du pouvoir ne puisse pas être suspectée. Je pense que les gouvernements occidentaux ont fait fi de ça depuis longtemps. La gestion du Covid nous en a pris de belles. Et là, maintenant, on s'attaque, parce que dans le mou, on avance toujours, on s'attaque au renouvellement par l'élection. On nous avait promis des proportionnels, etc. Tout ça out. Et maintenant, on va faire les votes par anticipation, les votes par correspondance, qui ont déjà été interdits en France pour des causes de fraude. Et qui... Je suis désolé, je n'ai pas statué à la place des cours américaines, mais quand on voit le BINS qui a été l'élection américaine, l'idée brillante de monsieur Bayrou, entre autres, d'importer cela, c'est une riche idée d'importer des modus operandi qui ont déjà lamentablement échoué ailleurs. Je crains qu'aujourd'hui, ça se fait également par la polarisation du débat public, alors que nous sommes dans un pays qui est en crise économique aggravée, qui est en problème sanitaire grave, dont une partie de la jeunesse est en désespérance, dont des étudiants maintenant se foutent par les fenêtres. Aujourd'hui, on ne trouve rien de mieux que déjà de polariser sur un duel Macron-Le Pen dont Emmanuel Macron espère tenir son ticket de réélection. À titre personnel, de faire si peu de cas de la légitimité et politique et donc de ce principe de liberté nationale, c'est ouvrir la voie à des affrontements interpersonnels et à de terribles échéances dans l'avenir. Je pourrais parler d'Emmanuel Macron, je pourrais parler de M. Biden pour le même prix. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à défaut d'avoir un projet collectif, parce que ça impliquerait de reconnaître leur peuple tel qu'il est et de vouloir le réconcilier tel qu'il est, il y a un aspect de tisserand, vous savez, dans le fait politique, de nouer ensemble des êtres différents, pas de les attacher, de les nouer. Et de refuser ça et de les dresser les uns contre les autres, c'est un jeu tactique, de politique, extrêmement dangereux et lourd de menaces pour l'avenir. Merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir appelés. Nous avons beaucoup d'appels. Nous avons tout proche de notre studio à Paris avec Juliette. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Berkov, et je vous remercie d'avoir invité Monsieur Rogeron, qui est quelqu'un effectivement qui a beaucoup de qualités. Et je voulais revenir pour justement lui poser une question sur un sujet. Bon, alors évidemment, comme vous l'avez dit au début de l'émission, le nationalisme a été quelque chose de mal vu, et pourtant, Dieu sait qu'on l'aime au cinéma. Hein. Souvenez-vous de Braveheart avec Mel Gibson et d'autres, mais c'est le sujet. Très bon. Exactement, c'est exactement le sujet. Et puis, même si le sentiment national existe depuis bien longtemps, en France notamment depuis le Moyen-Âge, mais on se rappelle quand même que c'est la Révolution française qui a mis ce concept un petit peu tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si M. Mélenchon n'aime pas la Révolution française, mais enfin, en tout cas, il faudrait qu'il revoie ses cours. Non, mais... Moi, juste un mot, Juliette, et je vous fais... Moi, ce qui m'amuse, je pensais à ça il n'y a pas longtemps. Ce qui m'amuse, c'est que quand j'entends un certain nombre de pacifistes, et je pense une certaine moutonnerie bêlante, en disant surtout écoutez, non, tout va bien, dans le meilleur des mondes, je rappelle que les deux plus grands chants, d'abord notre hymne national, la Marseillaise, et le chant des partisans, c'est pas des chants pacifistes, hein. C'est pas vraiment forcément qu'on écoute les paroles de la Marseillaise et les paroles du chant des partisans, l'hymne de la résistance, je le rappelle, et c'était pas spécialement pacifiste. Mais allez-y, Juliette. C'était juste une incidente. Oui. Mais, tout à fait.
Et du coup, je voudrais revenir pour avoir une petite précision avec Monsieur Rogeron sur ce fait, parce qu'on a beaucoup parlé de génération identitaire. Donc moi, je suis pas du tout pour qu'on dissolve ce mouvement. C'est pas du tout le problème. Mais je pense que par contre, sur le sujet, ils sont beaucoup moins compétents que Monsieur Rogeron, parce qu'ils ont du mal justement à définir ce qu'est l'identité et la nation, parce que ils se placent souvent en termes de identité européenne, etc. Et je pense que c'est un piège. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et demander à Monsieur Rogeron. C'est que il y a évidemment, bien sûr, qu'on a une vision occidentale, on a un paradigme commun, mais il y a quelque chose de très spécifique aux nations. Et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle parlait aux nations. Et c'est pour ça qu'il parlait à l'URSS, qu'il appelait la Russie, finalement. Au Moyen-Orient, à l'Amérique du Sud, à tout le monde, effectivement. Exactement. Ouais. Il réagissait en termes de nation. Et c'est intéressant parce que, par exemple, je reprendrai cet exemple de Hegel. Hegel était fasciné par le peuple hollandais parce qu'il disait, mais vous voyez, dans leur peinture, ils vont peindre des tasses, des choses du quotidien, une lingère, enfin tout ce que vous voulez, parce que c'est un petit peuple qui a réussi à force de ses bras dans une géographie totalement inhospitalière à conquérir le monde. Quand la France, au contraire, était un pays de cocagne qui a plus, lui, une vision de grandeur. Et vous voyez que déjà, par rapport à un pays, à sa géographie, à son histoire, même si on a un paradigme commun, nous n'avons pas la même vision du monde. Et je vais poser cette question justement à Pierre-Yves Rogeron, c'est par rapport aux États-Unis, parce que j'en avais déjà parlé une fois, c'est que c'est un pays, et De Gaulle l'avait dit, alors je vais le dire en substance parce que j'ai plus la citation, mais c'est un peuple qui n'arrivera jamais à être totalement une nation. Ils ont un problème, évidemment, à vivre ensemble, c'est un peuple de communauté, ils ont un problème avec les Noirs, avec les Indiens, etc. Et donc justement, il y a une spécificité des nations, on le voit avec la France qui est liée à l'État, et est-ce que M. Rogeron pourrait nous expliquer ça, parce qu'on le voit avec les États-Unis, etc. Juliette, on vous a écouté, il faut... Je vous remercie. Merci. Non, juste un mot, alors juste un bémol avant que Pierre-Yves, personnel, tout à fait personnel, je pense quand même il y a un patriotisme américain qui est très très fort. Alors je ne sais pas si c'est du nationalisme, justement on va en parler avec Pierre-Yves Rogeron. Nationalisme et patriotisme, on n'en a pas parlé de ça, on parlait de souverainisme. Alors, c'est intéressant parce que les patriotes américains ça existe. Oui, le patriotisme c'est un attachement sensible. Le nationalisme c'est une vision du monde, c'est-à-dire est-ce que le monde doit être structuré par des nations libres, coopérantes, parfois rivales. La rivalité, ce n'est pas le conflit. Reichsfürst Reinert ou d'autres grands auteurs ont bien défini le fait que si l'Europe a connu le progrès technique, c'est parce que chaque nation voulait être indépendante et donc elle a investi dans le progrès technique. Si vous voulez, alors que les grandes périodes impériales sont des périodes souvent de décadence, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a plus d'élan vital, il n'y a plus d'enjeux. On est assis sur nos lauriers, voilà, etc. Ce qui explique les grands empires tombant, l'Empire ottoman, etc. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patriotisme, c'est un attachement sensible. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un patriotisme américain. Il ne faut pas oublier que l'Amérique, c'est une nation, c'est plusieurs nations jeunes. Ça a été plusieurs vagues de peuplement, sédimentées différemment. Et là aussi, il y a des grands classiques de la sociologie américaine, toujours pas traduits. Pour bien comprendre ces faits-là, malheureusement, on va essayer. Ouais. Mais ça va être long. Il y avait une citation qui avait été rappelée par le journaliste Alexandre Mandel dans son ouvrage chez Trump, qui est, je crois, de Tennessee Williams, mais c'est à vérifier. Vous savez, chez nous, il y a Nouvelle-Orléans, il y a San Francisco, il y a New York, tout le reste, c'est Cleveland. Et pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est dur. L'Amérique des profondeurs. C'est dur de s'identifier à un espace si grand et qui a été normé souvent par des villes faites sur le même patron, etc., etc. Or, l'Amérique est une nation jeune, une nation qui se cherche, une nation qui, pendant un moment, dès la fin du 19e siècle, se construit par un rêve impérial que les Roosevelt vont particulièrement incarner, Teddy Bear, puis Franklin Delano. Aujourd'hui, l'Amérique et Trump, c'était en partie ça. On pense qu'on veut du personnage, mais c'était de faire revenir l'Amérique de l'ivresse impériale pour dire voilà, l'Amérique c'est aussi un territoire, c'est des gens, il faut qu'on s'en occupe. Là, nous avons un retour du fait impérial. Je ne fais pas mentir, M. Biden, il l'a dit lui-même. Or, l'Amérique, il faut pas oublier qu'elle est un État jeune qui va trouver sa forme nationale. Nous, on parle avec plus de 1000 ans, donc on n'a pas de leçons à leur donner. C'est un État très jeune et la seule chose qu'on peut leur dire en amis et en alliés du peuple américain, c'est ce ressac de l'Empire, cette gueule de bois d'avoir voulu dominer le monde. Vous inquiétez pas, chers amis, nous l'avons eu avant vous, on s'en remet très bien.
Voilà, c'est je pense, le meilleur moyen de les aider. Ce que Trump voulait faire mais le problème du fait impérial, c'est que souvent, il a un lobby sociologique derrière lui, qui aujourd'hui est derrière le camp Biden, et qui malheureusement fera ce qu'il a à faire pour conserver encore le rêve quelques minutes. La seule chose, c'est le coût du maintien du rêve. Anne-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était Juliette. C'était Juliette, oui. pardon. Oui, je veux dire, oui, c'est exactement ça, mais c'est que pour chaque, finalement, nation, les solutions ne sont pas les mêmes. Et je pense que la question de l'État pour la France est importante et elle n'est jamais mise en valeur, et c'est pour ça que les solutions ne sont pas les mêmes. Et c'est intéressant de se poser la question. Merci beaucoup. Merci Juliette de nous avoir appelé au 0826 300 300, et vous êtes nombreux à le faire, et on vous donnera la parole après cette courte pause, et vous pourrez poser vos questions à Pierre-Yves Rougeron et à André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 30. En fait, j'ai été subjugué par ce qui s'est passé durant ce week-end. Vous en avez fait part lors de votre première partie de l'émission. Oui. Oui, allez-y. Oui, je trouve ça quand même anormal qu'une personne, en fait, qui est convoquée par la police et ne se pointe pas alors que c'est une personne qui est en situation régulière. Moi, j'en parle pour cause. J'ai eu un petit incident de mauvaise gare, un véhicule mal garé. Je suis pas allé à la première convocation. À la deuxième convocation, ils ont toqué à la maison. Ils m'ont dit, vous venez avec nous, on a des choses à dire avec vous. Voilà. Je trouve ça complètement aberrant. Le pire, c'est que dans l'histoire, maintenant, il va y avoir un jugement. Et j'ai une énorme pensée pour la famille de cette personne. J'ai, moi, eu également perdu mon père lors de choses très dramatiques. Et je sais qu'en fait, lors d'un procès, cet homme va se retrouver en prison. C'est nous qui allons payer sa nourriture. Non, c'est pas comme ça que ça doit exister. Cette personne, elle n'a rien à faire ici. Elle aura une condamnation française. C'est un fait, mais il faut la renvoyer illico presto dans son pays. Quel que soit le gouvernement qu'ils ont là-bas. C'est pas notre problème. On a d'autres problèmes ici en France avec nos comment je dirais ça, nos délinquants pour s'occuper des délinquants des autres. On va où? Mais maintenant, en fait, c'est vraiment devenu du grand n'importe quoi. On a une justice qui fonctionne à voile et à vapeur. On a une façon de gestion de notre pays français. Et je suis content d'entendre votre invité parce que ça le nationalisme nous fait du bien un petit peu et nous remontre un petit peu ce que c'est le nationalisme. Mais à un moment donné, franchement, je comprends plus. Je comprends plus où on se retrouve dans une situation où en fait on laisse faire des choses et M. Darmanin qui dit oh là là, on l'a convoqué 2 fois, il n'est pas venu. Mais on va où là? Faut toquer à la porte, viens chercher mon coco, t'as plus rien à faire ici. Allez, on t'offre un avion, tu retournes chez toi. C'est de l'histoire. Après, on est un pays d'accueil. Soit, c'est un fait. L'immigration, on en a eu besoin. Ils sont là, il y en a beaucoup qui se sont intégrés. Mais ceux qui sont dans l'illégalité, l'irrégularité, ils se permettent maintenant d'attaquer et de tuer des personnes qui les ont hébergées en plus. Oui, en plus, il faut se rappeler qui était cette personne, qui était effectivement la personne, si vous voulez, qui s'occupait du centre d'accueil. Non, mais ça, je vais vous dire, ça c'est quoi? Ça c'est, et malheureusement c'est pas nouveau, des dizaines d'années d'impéritie, des dizaines d'années de déni, des dizaines d'années, allez, disons-le, d'une certaine lâcheté, des dizaines d'années d'électoralisme et de gens qui disaient oui, mais écoutez, ça c'est pas un problème. Le problème, je dis finalement, c'est du laxisme. On a eu un laxisme électoral, on laisse faire les choses, mais à la fin, on se dit oh, mince, et si j'avais su, on va prendre un nouveau président, on va voir ce qu'il va faire. On voit, c'est pareil. Non, mais c'est pas sérieux. Mais c'est pour ça que, effectivement, les citoyens français, le peuple français, les citoyens doivent savoir ce qu'ils ont à faire quand ils ont à le faire. Si vous voulez, quand je vois Jean-Marie Viala, l'avocat, nous disait ça là ce matin dans l'émission, il disait écoutez, il y a une loi, la loi existe. C'est pas que la loi n'existe pas, c'est qu'il faut faire des lois. Toutes les lois toutes les lois existent pour traiter ce problème. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est la colonne vertébrale, c'est le courage, c'est l'envie d'agir, c'est l'envie d'aller plus loin. Et tout ce problème, c'est que malheureusement, ça existe de moins en moins. En tout cas, pour le moment, ça n'existe pas, disons, de façon intensive. Alors on bavarde, on parle, on fait semblant, on fait des lois. Alors on convoque la presse, on dit on va faire ça, oui, absolument. Tolérance zéro. Mais la tolérance zéro, personne n'a appliqué la tolérance zéro.
comme je le rappelle, un certain maire de New York qui s'appelait Rudy Giuliani, il l'a fait il y a 40 ans. Et là, il faut savoir que de la Terrence à New York, je peux vous dire, je connais bien New York, on ne pouvait pas mettre les pieds dans tel ou tel quartier. Ça a diminué de 60% en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué la tolérance zéro. Ça veut dire si tu démolis et tu casses un caillou, tu casses une vitre, tu es sanctionné. Voilà. Ici, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et ici, tu commets un crime ou un délit sur le territoire français, tu es pas français, tu es étranger, tu pars. Voilà. Mais c'est complètement ça. Il y a un juge qui l'a fait en 2011 lors d'une agression avec, je sais que parce que c'était un Algérien, et en fait il a été reconduit à son pays. Il y a des ONG qui se sont scandalisées. Oui, mais vous savez, dans son pays il risque ça. Mais alors, il avait qu'à pas tuer quelqu'un en France, bordel. Pardon. Crotte-crotte. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on est lassé. C'est pas qu'on est, on est une terre d'accueil. On est là pour effectivement aider les gens, et on aide déjà son prochain. Le problème, c'est qu'à la fin, il y a toujours des problèmes. Mais le problème, c'est que je veux pas accueillir chez moi quelqu'un à la maison qui me casse la vaisselle et qui casse tout. C'est tout. Moi, j'accueille tout le monde, mais attendez, mais le problème aujourd'hui, je crois que Pierre-Yves voulait intervenir là-dessus, Pierre-Yves Rougeron. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de cours européennes et de cours de justice qui nous entourent et qui arrêtent ça. Alors, qui nous empêchent de travailler. Si, je voudrais juste rappeler deux faits sur cette histoire monstrueuse, parce qu'il y a toute une famille, pour un homme qui avait fait de sa vie le fait d'aider ces gens qui se fait massacrer, c'est terrible. Malheureusement, cette histoire est tout sauf finie, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que dans tous les pays du monde hors Union européenne, il est évident qu'un délinquant qui tue quelqu'un, fait sa peine et ensuite dehors. La seule chose, c'est que ce qu'on appelait à tort les doubles peines, parce qu'en fait c'est la même peine, sur différentes modalités, a été retiré par Monsieur Sarkozy, il faut jamais l'oublier, et Monsieur Guéant d'avouer dans son livre qu'en réalité c'était une demande, que Nicolas Sarkozy est allé au-devant des demandes européennes, et donc a plié, parce que plier c'est beaucoup plus facile que de résister, premier point, et deuxième point, avec tous les délais. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques décennies, l'expulsion était un fait préfectoral. Aujourd'hui, c'est dans la main des juges, avec l'idéologie des juges français, avec tout le continuum de droit européen qui protège l'immigré fut-il délinquant, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union, c'est la CJUE. Malheureusement, cet homme, je vous le rappelle, aura du sursis qui va sauter chaque année, 3 mois qui sautent par année de condamnation, sauf de dispositions contraires. Mais surtout, il sera certainement sorti avant qu'on puisse l'expulser. Je le crains. Comment sortir avant qu'on puisse l'expulser? Malheureusement, quand je vois les condamnations pour atteinte aux personnes, viol ou meurtre, quand je vois le temps que les détenus restent effectivement en prison, et quand je vois les délais qui vont être nécessaires pour l'expulser, je peux avoir ce type de crainte. Ce que je comprends pas, d'ailleurs, encore une fois là, pourquoi la loi ne s'applique pas et pourquoi cette personne n'est pas déjà dans un avion? Pourquoi on le met en prison? Tout simplement parce que... Pourquoi vous l'avez très bien dit, d'abord manque de courage. Ensuite, de toute façon, face à tout l'argumentaire que les avocats vont pouvoir puiser dans le droit européen, la plupart des juges baissent le pantalon assez facilement, et leur idéologie les aide à baisser le pantalon assez facilement. Ça dépend desquels, mais une partie non négligeable malheureusement. Et malheureusement, ça, plus le lobby des ONG que notre intervenant a très intelligemment souligné, vous avez une situation en termes de droit d'asile, en termes de droit des délinquants étrangers qui pourrit depuis maintenant des décennies. Vous aviez parlé, André Berkoff, notamment du cas des mineurs isolés, on s'en rappelle. Oui, absolument. Et nous sommes avec Françoise qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour aussi à votre invité, d'ailleurs, que je félicite pour son engagement. Mais j'appelle aujourd'hui pour réagir au nouveau confinement imposé à Nice et Cannes. Et à cette loi sanitaire autoritaire, bien évidemment, qui nous prive de liberté, d'avenir et détruit les jeunes générations. J'ai un ami pharmacien qui m'a appelé vendredi, qui travaille chez un prestataire de santé à domicile, qui n'est pas dans ma région, je précise. D'accord. En fait, il loue des concentrateurs à oxygène
pour administrer cet oxygène aux malades. Or, dans les EHPAD, ces machines circulent, mais ces machines doivent être vérifiées, nettoyées et désinfectées après chaque patient. Bien sûr, la moindre des choses, oui. La moindre des choses. Eh bien, la moindre des choses n'existe pas. Pourquoi ? Par manque de matériel, ils sont obligés de les passer de petits vieux à petits vieux. Et les soignants, bien évidemment, ont remarqué, et sont écœurés, ont remarqué que la contagion peut aller d'une personne à 10 en 2 jours. Vous voulez dire que ces respirateurs d'oxygène circulent dans les EHPAD ? Absolument. Et, sans d'accord. revenir aux prestataires. Sans revenir aux prestataires pour les nettoyer à fond, etc. Absolument. Il est fiable, votre interlocuteur ? Absolument. Ouais. C'est pour ça que cet ami est pharmacien, il travaille pour un prestataire. Ouais. Lui m'a dit, évidemment, je ne peux pas dénoncer ça. Ils ont fait remonter par courrier, et il a fait remonter par courrier lui aussi. Ouais, il m'a dit, je pense que ça se passe ailleurs. Par courrier à sa direction. Ouais. Il y a la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, parce que quand ils se sont aperçus de ça, et il me dit, c'est scandaleux. Donc ces personnes âgées se surinfectent les unes avec les autres par manque de matériel. Ce n'est pas la faute des soignants, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ce serait quand même intéressant, vous qui avez peut-être des moyens de faire des enquêtes pour trouver ça. En tout cas, écoutez, merci de nous le signaler. Voilà. Merci de nous le signaler. Alors, ces petits vieux meurent tout seuls, isolés, sans leur famille. Oui, ça... Parce qu'au départ, évidemment, ils étaient infectés par l'extérieur, par les soignants, par leur famille. Mais maintenant, ils sont isolés. Ah oui, si les appareils ne sont pas vérifiés, désinfectés. Ouais. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça se passe partout comme ça. Mais non, bien sûr. Mais c'est déjà... quand même assez courant. Écoutez, voilà. ce que vous ferez, c'est hors antenne, si vous pouvez rappeler nos standards et donner peut-être quelques éléments qu'on ne donnera évidemment pas à l'antenne, de façon à ce qu'on puisse faire cette enquête. Parce que le problème, c'est qu'il m'a dit, je ne peux pas, moi, dire quoi que ce soit, je vais perdre mon emploi. Vous voyez le problème. Je comprends. Vous voyez le problème. Ok, merci en tout cas. Voilà, merci. Je vous en prie, c'était pour le dire. Et moi, je voudrais revenir justement avec Pierre-Yves. Enfin, vous voyez, il y a un panel comme ça d'auditeurs. En fait, c'est vraiment le malaise dans la civilisation, comme disait un certain Sigmund. Est-ce que franchement, là aujourd'hui, on voit, pour revenir un peu dans notre cher et doux pays, mais ça vaut aussi pour le reste, est-ce que cette espèce de ces fractures, justement, et revenir au livre, encore une fois, que je recommande, des vertus du nationalisme de Yoram Hazony, est-ce qu'au fond, comment faire comprendre, parce qu'il y a eu effectivement le travail formidable de désinformation, d'intoxication et d'autres, comment expliquer que justement être nationaliste ou être dans l'identité ou être souverainiste ou être patriote, ce n'est pas véritablement adhérer aux chemises brunes ou aux chemises noires? Alors, il y a pour moi deux grands moyens. Le premier, c'est derrière les fumigènes idéologiques de regarder telle qu'elle a été l'histoire du XXe siècle. Et ça, de grands génies l'ont fait avant. Je rappelle, je vous renvoie à un petit ouvrage qui aujourd'hui est plus édité depuis longtemps, mais est disponible sur le marché de l'occasion, qui s'appelle « Il s'agit de ne pas se rendre », qui est un dialogue entre Jean Ziegler et Régis Debray. Régis Debray a des passages magnifiques là-dedans, où il dit dès 1991, le grand siècle des nations, c'est le 19e siècle, fondamentalement. C'est-à-dire les États, les débuts des indépendances avec l'Amérique latine, entre autres, etc. Bon. Un grand siècle de prospérité, un siècle avec quelques affrontements, mais par rapport à ce qui va suivre... Rien à voir avec le XXe siècle. Rien à voir avec le XXe. C'est quoi le XXe siècle? C'est le retour magistral de l'idée impériale. Magistral. Et d'ailleurs, une étude réelle, sans œillère, de la période du pan-germanisme hitlérien, la haine de l'État-nation. Pourquoi? Parce que pour les hitlériens, l'État-nation, c'est une création française. C'est haïssable par soi. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier que les trois grands auteurs haïs des nazis, c'est dans l'ordre, Karl Marx, numéro 2, Maximilien Robespierre, numéro 3, Jean-Jacques Rousseau. Donc, l'hitlérisme se veut un impérialisme. Oui, d'ailleurs, il le formule tel quel, sur ce qu'ils appellent la domination du globe. Ils ne s'en sont jamais cachés. Oui, or, de leur prêter des idées qui vont être celles des hommes qui vont se lever contre eux,
parce que l'idée nationale est omniprésente dans les mouvements de résistance, quel que soit le pays. Ouais. Or, Rappelons juste un mot, parce qu'on finit là-dessus, et c'est important, c'est que dans la fiche rouge d'Aragon sur les résistants, quand ils étaient diffusés par l'Allemand, ils disaient la France, vous qui disiez la France en s'abattant. La France en s'abattant. Comme par hasard, c'est ça. Eh ben, ils étaient là, et c'était des résistants venus d'un peu partout. Voilà. Et vous aussi, vous êtes un petit peu des résistants à votre manière, à nous appeler au 0826 300 300 et à débattre librement et sereinement. Et aujourd'hui, nous l'avons fait avec Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, un think tank souverainiste. Il est également directeur de la revue Perspective Libre et il a coédité ce livre de Yoram Hazony, Les vertus du nationalisme, édité chez Jean-Cyril Godefroy. Alors vous pourrez retrouver cette interview sur YouTube, et la réécouter, et puis demain on se retrouve avec André Berkoff pour autant de sujets qui vous passionnent. À tout de suite. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.